Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le fauteuil. Il y avait des questions, savoir qui allait présenter. Si vous avez bien suivi, Alain Mattei est du côté d'M6 pour vous faire vivre aujourd'hui le Ravens Rams avec Raphaël. C'est donc moi qui sera là aujourd'hui, accompagné de Camille, bien entendu, qui est à la régie pour le bon fonctionnement. Je m'excuse d'entrée, messieurs, dames. Je sors de maladie. Je vais tâcher de ne pas vous tousser dans les oreilles. Bon, l'avantage, c'est que vous ne pourrez pas tomber malade hein, en regardant le fauteuil. Je vais essayer de pas trop vous embêter avec ça. Niti sera là aussi. Il viendra parler avec nous de. Ah, vous savez, Niti, c'est Niti TNF Sims, hein. Je l'ai dit. Je vais essayer de pousser pour ce surnom. Il viendra nous parler du Thursday Night Football entre les Patriots et les Steelers. Et puis, on va parler un petit peu draft ou mock draft, vous allez voir. Comme d'habitude, avec un beau programme dans cette émission, une émission qui vous est présentée par Unibet, vous le savez, notre partenaire pour les paris NFL. Le lien va être mis dans le chat. Un chat qui est déjà actif avec déjà beaucoup de monde. Guigui Twig, Melchion, Fabien Aubard et Lucas. Salut Fabien Aubard, Dr Goot aussi, Dallas Jack est là, Romanitou62. Salut tout le monde. J'espère qu'on va passer un bon moment pour rentrer tranquillement, petit à petit, dans cette semaine 14 déjà. Semaine 14. Aussi, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous au podcast. On découpera quelques parties de cette émission pour le podcast. Et puis, vous aurez aussi des nouveaux podcasts dès la semaine prochaine avec les débriefs, vous en avez l'habitude, sur les réseaux sociaux du club. Et puis, le Tipeee aussi, vous savez comment ça se passe. N'hésitez pas, continuez ou commencez comme vous voulez. Le sommaire, je vous en ai parlé un petit peu. On va commencer par l'actu rapidement. On va parler de ce match entre les Patriots et les Steelers, qui était un petit peu mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. On va pas se mentir, on en parlera avec Niti. Quelques-unes de vos questions. Une mini mock draft, vous allez voir, on va parler d'une mini mock draft. Et puis les traditionnels pronostics, les meilleurs cotes Unibet, vous le savez. Le quiz aussi, on a un quiz spécial. Allez, spécial Europe, j'ai envie de vous dire. Vous avez peut-être vu Roger Goodell qui a parlé de la NFL Europe en disant que ça pouvait se développer, ça pouvait un petit peu arriver en Europe très rapidement. J'avais décidé de vous faire un petit quiz sur l'Europe. Vous allez voir, il y aura des questions sympas. Et Fabien Aubard nous dit semaine 14 déjà, ça me déprime. En effet, c'est un peu paradoxal comme sentiment parce que d'un côté c'est déprimant, d'un autre côté ça veut dire que les playoffs arrivent. C'est un petit peu le meilleur moment de l'année. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu paradoxal. Et puis 19h pour terminer le sommaire. Les matchs de cette semaine 14 sur Touchdown Actu, sur Sisplay aussi. Vous allez le voir, tout cela sera sympa. On va commencer par les blessés de la semaine notamment, et surtout du côté de New Orleans. Il y a pas mal de blessés. Il y a eu l'annonce de Taysom Hill qui ne pourra pas jouer aujourd'hui pour les Saints qui ont un match important face aux Panthers pour rester dans la course. Derek Carr, lui, devrait normalement jouer. Il est sorti du protocole commotion. On l'a vu, vous l'avez peut-être vécu avec nous, avec Greg, la semaine dernière sur Sisplay. Il avait pris un gros, gros tampon. Il est sorti du protocole commotion, mais il est encore touché à l'épaule. Voilà. Donc, il devrait jouer. Ça devrait le faire pour lui, tout comme Chris Olave et Cameron Jordan. Mais les Saints ne seront pas à 100%. Aussi, beaucoup de choses, vous le voyez, à dire sur les quarterbacks. Vous l'avez vu, Trevor Lawrence déjà remis. Trevor Lawrence qui est game time decision. Vous le savez, la décision qui doit être prise aujourd'hui. Selon les premières informations qui arrivent, il devrait jouer Trevor Lawrence. Là aussi, il y a un gros match pour Trevor Lawrence qui s'est blessé, vous l'avez vu. Et il devrait être déjà de retour. On va le voir. Il devrait être là aujourd'hui. On verra ça. Tout comme Geno Smith, qui est lui aussi Game Time Decision pour les Seahawks. Pas sûr qu'il joue. C'est plus compliqué peut-être pour Geno Smith. On va voir s'il peut jouer ou pas. En tout cas, il y a deux quarterbacks qui sont en question, on va dire. Pas sûr qu'ils jouent. On verra. Je pencherai plus pour un Lawrence qui joue, Geno Smith qui joue pas. On le saura peut-être. N'hésitez pas si vous avez des informations, parce que quand je suis avec vous dans le chat notamment et sur le fauteuil, j'ai pas particulièrement l'œil sur ESPN. Si vous avez des infos sur les décisions officielles de Trevor Lawrence ou de Geno Smith, n'hésitez pas à le partager avec nous et puis on pourra en parler. Une chose est sûre, côté Browns, en revanche, Joe Flacco devrait être titulaire. Normalement, il devrait être annoncé. C'est ce match hein, face aux Jaguars. Lui, il devrait être titulaire.
Fabien Aubard qui dit dans quel état il va jouer Lawrence dans un match de division pas simple. Les Jaguars jouent face aux Browns. Donc ce n'est pas la même division, mais c'est vrai que son état de pose question, parce qu'il serait peut-être déjà remis, mais est-ce qu'il sera à 100%? Ça, c'est une autre question. En tout cas, pour les Browns, il y aura bien Joe Flacco qui a été annoncé titulaire. Et puis, puisqu'on reste des Browns, petite information qui est tombée il y a quelques minutes. Grand Delpit, le safety, a prolongé. Il a trouvé un accord pour 3 ans. Il fait une très bonne saison, hein. Il avait commencé un peu de manière compliquée, Grand Delpit, sa carrière en NFL. Là, il fait une très bonne saison d'une défense qui est très bonne des Browns. On ne cesse de le répéter. Et bien, il a prolongé pour 3 ans, 36 millions, je crois. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Deux petites informations aussi à vous livrer avant qu'on passe au TNF, au Thursday Night Football. Zach Ertz, vous le savez, le tight end des Cardinals a été libéré. Il est sur le marché. Il n'y a pas beaucoup de très bons joueurs sur le marché et Zach Ertz en fait partie, un poste où les tight ends se font rares, où les très bons tight ends se font rares. Et du coup, Tom Pelissero, qui est le journaliste de NFL.com, nous dit que Zach Ertz serait suivi par au moins 6 équipes. Il serait en discussion avec au moins 6 équipes de playoffs, 6 équipes qui seraient en playoffs. Zachers, lui, il veut prendre la bonne décision, il veut prendre son temps, il n'est pas forcément pressé. Lui, ce qu'il veut forcément, c'est aller chercher une bague et donc forcément aller dans une équipe qui joue les playoffs et qui a une chance de gagner. Forcément, on le lit souvent aux Eagles parce que eh bien, il a joué à Philadelphia, il connaît bien l'endroit et ce serait peut-être une réunion qui pourrait être sympathique. Forcément, les Eagles perdent au Super Bowl l'an dernier. C'est l'un des favoris du titre cette année. Ce serait peut-être une bonne solution pour lui. Mais on parle aussi des Ravens, qui, on le sait, ont perdu Marc Andrews. Il y a quelques semaines. On parle des Dolphins qui ont une attaque de feu, mais on le sait aussi, Mike McDaniel ne dit jamais non à une arme offensive de plus. On les a vus tenter Chase Claypool il y a pas si longtemps. Ça ne porte pour l'instant pas les fruits, mais les Dolphins, je pense qu'ils ne diraient pas non à une tentative. Euh, et puis, on parle des Texans aussi. Voilà, il y a pas mal d'équipes qui seront sur Zachers. Pas sûr que la décision arrive très vite, pas sûr qu'elle arrive aujourd'hui, par exemple. Il veut prendre son temps. On verra. En tout cas, on est intéressé de savoir où va aller Zachers. Ça a parlé aussi des 49ers. Ça parle d'autres équipes. Les 49ers, forcément, tout comme les Chiefs, ils ont déjà du monde sur le poste de tight end avec Travis Kelce et avec George Kittle. Mais pourquoi pas? Et enfin, dernière information pour vous, si vous l'avez manqué, ça ne vous a peut-être pas intéressé tout de suite, mais ce sera pour l'année prochaine. Le salary cap va être annoncé d'ici quelques semaines. Il ne devrait pas être annoncé avant la fin 2023, peut-être début 2024, mais il y a déjà quelques informations qui ont fuité pour le salary cap. Il devrait dépasser les 240 millions pour 2024. Pour ceux qui, euh, pour ceux qui ne savent pas vraiment, cette année, c'est 224,8 millions. 224,8 millions, imaginez-vous, 240 millions, on est à plus de 16 millions d'augmentation, voire apparemment ce serait plus 17, 18, ce serait au-dessus de 240. Il avait déjà augmenté de 16 millions entre 2022 et 2023 pour arriver à 224 en 2023. Il va encore augmenter de 16 millions. Je vous dis ça parce que ça va impacter forcément la free agency et tous les contrats qu'on voit aussi ces derniers temps. On a imaginé les contrats de tous les quarterbacks qui ont été signés récemment. On imagine toujours que ce sont des contrats énormes et ils le sont. On ne va pas se mentir, mais quand le salary cap augmente, le pourcentage de ce contrat, il faiblit dans la masse salariale et donc du coup, ça laisse de la place. Voilà pourquoi aussi beaucoup de contrats sont pas mal, on va dire, sont énormes, mais finalement, avec les années qui montent, s'il augmente de 16 millions chaque année, bon, on verra. On verra en tout cas, voilà, ça devrait être 240 millions. L'annonce officielle sera d'ici début 2024 selon ce qui sort pour la NFL. Voilà, un petit tour des news un petit peu qui sont tombées ces quelques dernières heures, ces quelques derniers jours, avant de commencer la semaine 14. Je ne sais pas si vous avez quelques questions sur le chat. Je regarde un peu les gens commencent à continuer d'arriver au compte-gouttes. Vous arrivez petit à petit. Si vous avez quelques questions sur les news, sinon, on pourra prendre Niti, qui, je pense, n'est pas très loin, toujours à l'heure, Niti, pour parler de ce match entre les Patriots et les Steelers. Écoutez, Lucas pourra prendre combien pour son premier contrat? Purdy pourra prendre combien pour son premier contrat?
Ah, en tout cas, il est parti pour prendre un gros contrat aussi. C'est pas tout de suite, mais c'est vrai que voilà, c'est comme je le dis, hein, au fur et à mesure que le salary cap augmente, ça va donner de belles sommes pour les quarterbacks qui, au final, seront énormes quand on va les regarder, mais ça va être finalement dans la masse salariale un peu plus bas. En tout cas, le pourcentage de la masse salariale sera plus bas que ce qu'on pouvait imaginer, ce qui va laisser de la latitude aux équipes pour pouvoir manœuvrer autour de ça. Gold Rush Blackstrips qui nous dit Lucas, à ton avis, Jake Browning peut-il mener les Bengals en playoff? Ça va être dur. Ça va être dur pour Jake Browning. On l'a vu, ça a été très compliqué il y a 2 semaines. Ça l'a été un peu moins la semaine dernière, voire ça a été bien mieux. Euh, la semaine dernière, il a mené les Bengals à la victoire. De là, les mener au playoff, ça va être compliqué parce que, disons que dans cette AFC très serrée, très compliquée, on voit hein, les Steelers sont toujours devant les Bengals, même si on les a vu perdre face aux Patriots, même s'ils ne sont pas incroyables, mais ils sont toujours devant. Il va falloir rattraper les victoires pour les Bengals. Et je pense que Browning, il peut les amener à la victoire, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il va les amener Il va falloir faire. Alors, il reste combien de matchs? Semaine 14, 15, 16, 17, 18. Il va rester 5 matchs, si je ne me trompe pas. Il va falloir faire un 4-1, voire un 5-0 peut-être, pour être sûr d'arriver en playoff, parce que les Ravens, à mon avis, vont remporter leur division. Donc, bon, c'est un petit peu, ça va être compliqué pour Jake Browning. Je pense qu'il peut se développer. De là, de les amener en playoff, pas sûr. Pas sûr, en tout cas, on verra. De retour d'où Lamar Jackson. Lamar Jackson est de retour. Eh bien, Hervé 78, encore une fois, je vois que Dax te demande de retour d'où. Je n'ai pas l'information comme quoi il était blessé. Alors, il était malade. Bon, je pense que, en tout cas, il n'y a rien qui a filtré. Je pense qu'il sera bien titulaire, Lamar Jackson. Rarement les maladies ou alors les graves maladies, mais alors, on touche du bois pour que ça ne soit pas le cas pour, euh, pour Lamar Jackson, mais rarement ça les empêche de jouer. Les Ravens qui jouent face aux Rams, en tout cas, je pense pas que Raphaël et Alain qui commenteront ce match verront le quarterback remplaçant des Ravens. À mon avis, ce sera bien Lamar Jackson. Voilà. Eh bien, on va passer à ce Thursday Night Football. On va peut-être accueillir Nitti. Je ne sais pas si Camille a vu Nitti dans le coin, s'il est là dans la salle d'attente, comme on dit, la salle d'attente de ce Thursday Night Football. Il arrive, Nitti. Nitti, est-ce que tu m'entends? On va faire les tests habituels. Est-ce que tu m'entends? Et est-ce qu'on t'entend bien, Nitti? Allô, allô. Oui, est-ce que tu m'entends, Ouais. Nitti? Oui, je vous entends très bien. Ah, ben voilà, tu vois. Très bien, Ah ouais. nickel. Comment ça va? Comment ça va, Nitti? Eh ben écoute, hein, ça va et toi? Ça va très bien, ça va très bien. La première question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que ce surnom de Nitti TNF Smith, est-ce qu'il est en train de Sims, pardon, est-ce qu'il est en train de prendre ou pas du tout? Ou je suis le seul à t'appeler comme ça? Bah de toute façon, tous les surnoms, moi je les accepte du moment que c'est pas péjoratif, quoi. Mais Très bien. Ah non, sinon, là, sinon ça pour le va. coup, ça n'est pas. Surtout que Ouais. je t'appelle Nitti Sims, mais je crois que Nitti, c'est même pas ton vrai prénom et Sims n'est même pas ton vrai nom de famille. Non, pas du tout. Bon, voilà. Eh ben, écoute, c'est très bien. C'est très bien. Moi, j'ai décidé en tout cas que tu seras Niti TNF Sims. Voilà, Allez, ça c'est marche. officiel. Allez, c'est L'homme du officiel. TNF, tu vois Ouais. dans le chat, on le dit, hein, Romanitou62, Niti, l'homme du TNF, c'est pas réducteur Ouais. du tout parce qu'il y a il y a des très beaux matchs dans le TNF. Celui dont on va parler, Niti, sur le papier, il s'annonçait pas particulièrement spectaculaire. On avait deux équipes qui avaient beaucoup de mal, pour ne pas dire qui étaient en galère pour marquer des points. Et finalement, on a eu un petit peu de points. On a eu une victoire des Patriots face aux Steelers 21-18. Patriots qui ont très bien commencé avec notamment un premier drive et un touchdown. C'est Bailey Zappi qui était titulaire côté Patriots sur ce match. Ils ont bien commencé. Ça a été un petit peu plus compliqué au fur et à mesure du match. La défense des Steelers s'est un petit peu resserrée. Ils n'ont pas marqué de points, notamment en deuxième période, mais les Steelers ont eu du mal à revenir. Ils ont marqué un touchdown dans le quatrième quart-temps, mais ils n'ont pas réussi à faire la différence, à passer devant. Surprenant de la part des Steelers. On les imaginait dans un match serré, mais on les imaginait s'imposer face à des Patriots qui n'avaient gagné que 2 matchs depuis le début de la saison. Bah oui, c'est une victoire surprenante. Donc la troisième seulement cette saison pour les Pats. Après, heureusement qu'ils ont fait une première période de qualité, hein. Parce que sinon, les Steelers, je pense qu'ils auraient remporté le match, à mon avis.
Et je pense que c'est enfin, à part le match en globalité contre les Bills, je pense que c'est une période qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps du côté des Patriots. Ils ont récupéré des ballons, intercepté Mitch Trubisky en début de match. Et après, ils ont bonifié ces pertes de balles par des touchdowns. Donc, Hunter Henry qui sort un peu de sa boîte avec 2 touchdowns. Voilà, on pensait qu'il avait disparu, mais il est bien là finalement. Et on voit qu'il peut apporter à cette attaque. On a aussi vu Juju Smith-Schuster faire quelques petites réceptions, quelques gros jeux également. Après, voilà, est-ce que les Patriots sont allés chercher la victoire? Moi, je dirais plus que ce sont les Steelers qui n'ont pas voulu gagner ou alors qu'ils ont loupé le coche, on va dire, puisqu'ils étaient en course pour les playoffs. Et là, malheureusement, cette défaite, ça leur permet enfin, ils ont grillé un joker pour moi. Oui, ça leur fait mal aux Steelers. Pour les Patriots, on va commencer parce que tu l'as dit, les Patriots qui font une première période, alors on va pas dire de rêve, parce que c'est rarement de rêve avec les Patriots en ce moment, mais quand on voit ce qu'ils ont livré ces dernières semaines, la première période, elle est quand même de grande qualité. Il y a 3 touchdowns, tu l'as dit. Quand on voit que la semaine dernière, ils avaient marqué 0 points, 3 touchdowns, ils vont s'en contenter. Il y a Ouais. Bailey Zappi qui est pas mal, avec, alors le premier touchdown, il vient de Ezekiel Elliott, mais c'est un touchdown à la passe de 11 yards. Et puis, il y a 2 touchdowns, tu l'as dit, pour Hunter Henry, notamment le dernier sur une passe magnifique qui est juste Mhm. au-dessus du safety. Bailey Zappi, on parlera de la deuxième période plus tard, mais il a bien commencé et ça a validé le choix de ne pas mettre Mac Jones sur la première période. Ouais, sur la première période, en tout cas, il a été il a été mis en confiance. Il a fait de très belles lectures, a trouvé ses receveurs très rapidement. A pu s'appuyer aussi sur un jeu de course performant, puisque Ramondre Stevenson absent, bah, Ezekiel Elliott, pardon, excusez-moi, il a bien pris le relais. Et puis en plus de cela, bah, la ligne offensive, je sais pas si tu as remarqué, mais elle a été nettement meilleure que par rapport à la semaine dernière ou comme il y a 2 semaines. Donc ça change un peu tout puisque il faut savoir que la ligne défensive des Steelers, c'est peut-être celle qui met le plus de pression avec TJ Watt et Cam Hayward et ils les ont bien contenus. Ouais, ils les ont bien contenus. Et en effet, c'est un point très important, tu le dis, du côté des Patriots, parce que la ligne offensive, cette saison, on s'est beaucoup attardé sur le quarterback, mais les quarterbacks, aux Patriots, c'était aussi des problèmes de ligne qu'ils avaient, Mm, notamment les c'est quarterbacks, ça. qui ne sont Mm. pas particulièrement très performants. Mais c'est vrai qu'en plus, quand ils ont une ligne qui n'est pas forcément performante, c'était compliqué. Là, ça a été bien mieux. Et puis, il y a eu cette deuxième période pour les Patriots. On se concentre pour l'instant sur les Patriots. Après, on fera une belle partie sur les Steelers parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Cette deuxième période, Yes. tu parlais de ligne offensive, tu peux en parler de Bailey Zappi. On l'a senti un petit peu plus, on va dire, un peu plus en danger dans sa poche. Il était plus en tension, plus en pression. Et c'est peut-être la pression qu'il s'est mis lui-même. Et ça a donné une deuxième période bien plus compliquée. On l'a dit 0 points et Ouais. quasiment un match qu'ils ont failli rendre aux Steelers. Ouais, ouais, c'était ça, la deuxième période. Là, il y avait plus grand-chose. Comme si ils se contentaient de gérer une avance, un peu comme tu gères un 1-0 au foot, quoi. Donc voilà, et je pense que la défense des Patriots, c'était plus à eux de faire les jeux plutôt que l'attaque, puisque l'attaque, on va dire, entre guillemets, a fait son travail en première mi-temps. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup plus d'appels conservateurs, on va dire, de la part des Patriots, moins de jeux spectaculaires, plus de jeux au sol, on va dire. Il faut voir ce qui s'est passé en seconde période. Il y a c'est punt, 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 voilà à chaque fois. Et donc bah, la première période a suffi pour les Patriots, mais c'est vrai que la deuxième période, on a retrouvé, on va dire, les Patriots des deux derniers matchs. Ouais, les Patriots en deuxième période, c'est punt, interception, punt, Ah, ça c'est punt, ouais, l'interception. punt, Ouais, punt. ouais Voilà, c'est ça. vous avez la fiche de stade de cette deuxième période. Est-ce que c'est aussi la défense des Steelers qui s'est un petit peu resserrée? Il y a cette interception notamment. Est-ce que c'est la défense des Steelers qui a pas aussi s'est adaptée, a fait des ajustements, comme on dit? Bah, en plus, mais tu sais, figure-toi que j'ai pas l'impression. C'est juste qu'en fait, la ligne offensive a vraiment été à son pic en première période et la défense des Steelers a juste fait ce qu'ils savaient faire de mieux en seconde mi-temps. Il n'y a pas eu tant d'ajustements que ça. Il y a eu juste peut-être un peu plus voilà, de puissance. Ils ont repris le dessus, un plus de momentum, on va dire. Ils n'ont pas tant changé que ça de schéma, d'appel de jeu défensif.
TJ Watt, on l'a pas vu faire des sacs, mais on l'a vu plus mettre la pression. On a vu Kamewar faire un sac. Les cornerbacks ont été peut-être un peu plus un peu plus au fait des receveurs des Patriots, car je pense qu'ils vu qu'ils captaient des ballons en première période, ils ont vu qu'il fallait marquer leur joueur impérativement. Donc ouais, c'était plus ça, mais je pense que c'est plus les Patriots qui ont été un peu plus conservateurs dans le jeu offensif. Ouais, au final, la fiche de statistiques de Bailey Zappi, pour terminer, c'est 19 sur 28, pardon, 240 yards lancés, 3 touchdowns. C'est rare aux Ouais. Patriots cette saison. Une interception, on en a parlé en deuxième période. Mm. Ezekiel Elliott aussi a été très bon, notamment au sol avec 68 yards gagnés au sol, 72 yards captés à la passe, un touchdown. Il a aussi un beau plaquage à son actif, Ezekiel Elliott, sur cette interception. L'interception, ouais. Pour ceux qui Mm. l'ont vu, Bah, c'est il est lui, il sauve un pick 6, hein. Il sauve un clairement. pick 6. Et, Clairement, parce que ouais. derrière, en Mm. plus, les Steelers ne Mm. marquent pas, Ouais. alors qu'ils En étaient, plus, il ils marque pas. étaient, ils étaient bien dans le camp des Des Patriots. Patriots. Ouais. Ils perdent le ballon sur Mm. ce turnover on down, sur la quatrième Mm. tentative. Donc, les Patriots peuvent remercier Ezekiel Elliott en attaque et en défense. L'ancien joueur Exactement. des Et Cowboys ouais. qui a été bon des deux côtés. Il y a beaucoup de personnes dans le chat qui parlent de cette attaque des Steelers. On va en parler, cette attaque des Steelers qui était orpheline de Kenny Pickett. On a vu Mitch Trubisky et on a vu un Mitch Trubisky qu'on connaît, c'est-à-dire que pas flamboyant, qui fait des erreurs avec cette interception en première période, qui mène un touchdown. Sa fiche de statistiques, c'est 22 sur 35, 190 yards, un touchdown, une interception. On a l'impression qu'on n'apprend pas grand-chose sur Mitch Trubisky, on le connaît désormais. Oui, bah, il a atteint son plein potentiel, hein. Des jeux qui peuvent être intéressants et des jeux parfois catastrophiques. En début de match, pas mis en confiance, mis sous pression, il lance une interception. Et après, c'était un petit peu mieux. Il a trouvé Deontay Johnson pour un touchdown. Mais une nouvelle fois, la prise de décision, c'est vraiment proche du catastrophique quand même. Notamment, alors il y a ce jeu-là, je sais pas si tu vas en parler juste après, mais c'est cette 4e et 2 à la fin du match où, enfin, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête, pourquoi déjà il n'y a pas un coureur à côté aussi. Donc, ok, Mitch Trubisky n'est pas le titulaire, mais au moins le staff offensif, mettez-le dans les bonnes conditions pour convertir ne serait-ce que des premières tentatives et faire continuer ne serait-ce qu'à arracher une prolongation, quoi. Et donc Mitch Trubisky, on sait que c'est pas le quarterback qui va voilà mener une attaque vers ne serait-ce que des petites victoires ou même arracher une prolongation. Oui, la 4e et 2 dont tu parles, c'est en toute fin de match. Les Patriots mènent 21-18. Les Steelers essayent de remonter le terrain pour, à minima, comme tu l'as dit, arracher une prolongation. Ils sont bloqués jusqu'à une 4e et 2 yards. Et Mitch Trubisky tente une longue passe vers son receveur Johnson, et qui est trop longue en plus. C'est vrai que la prise de décision, comme tu le dis, elle pose question. Le play call aussi peut-être pose question. Alors est-ce que on lui a demandé de faire ça mais c'est vrai qu'il y a tout qui pose question dans cette attaque là à ce moment-là. Il reste 2 minutes à jouer à ce moment-là. Les Patriots récupèrent à ce moment-là le ballon, punt ensuite, mais mangent une grosse partie du chrono. C'est vrai que cette 4e et 2, j'ai pas mieux de dire qu'elle pose vraiment question. Bah, en tout cas, c'est un appel de jeu qui est enfin je sais pas comment ils ont fait ça. Alors déjà, il n'y a pas de running back lorsqu'ils préparent le jeu, c'est à se demander à quoi servent Jalen Warren et Najee Harris. Pareil, il y a eu 35 lancés, hein, donc de Mitch Trubisky, Ouais. voire très peu de courses de Jalen Warren et de Najee Harris. Jalen Warren fait même 7 courses et 11 yards. Najee Harris Ah bah, fait c'est à c'est peine simple, hein, 29 c'est yards. simple. Mitch Ouais, Trubisky, c'est le meilleur coureur des Steelers sur ce match. Il voilà. gagne Mm, 30 yards. Derrière, mm, Najee Harris, c'est 12 courses pour 29 yards de gagné. mm, Et Jalen Warren, que tu parlais, le jeune mm, running back, c'est mm. 7 courses pour 11 yards de gagné. Après, à leur décharge, les Patriots possèdent l'une des meilleures défenses à la course de cette NFL. Ils ont au Mm. moins ça à New England. Ils les ont bien stoppés. Mais c'est vrai que quand on voit que Mitch Trubisky est le meilleur coureur de cette équipe avec 30 yards de gagné, on se demande comment cette attaque peut avancer. Ah bah oui, c'est sûr que pourtant le jeu au sol et pourtant Jalen Warren fait une saison hyper intéressante. Najee Harris fait la même saison que l'an dernier, mais
Mais ouais, je comprends pas pourquoi on mise beaucoup sur les lancers aériens, alors que les receveurs qu'ils ont côté Pittsburgh, c'est pas forcément élite, quoi. On voit pas beaucoup de George Pickens, mais s'il a fait quand même 5 réceptions. Pas de Freiermuth, il a été bien contenu par les linebackers, notamment Javon Bentley. Mais ouais, c'est vrai que du côté de Pittsburgh, l'attaque, c'était encore très moyen, et c'est même moyen depuis le début de la saison, hein. Il marque pas beaucoup de points, alors Kenny Pickett, c'est dommage qu'il est blessé parce que je pense qu'il était en forme ascendante. Et là, avec Mitch Trubisky, bah forcément, c'est un peu compliqué là. Ouais, c'est vrai que c'est frustrant. On a l'impression que c'est vraiment le mot pour l'attaque des Steelers cette saison parce que il y avait Matt Canada qui était un petit peu le catalyseur de toutes les critiques, le coordinateur Ouais. offensif. Il a Mm. été licencié dès le premier match. On l'avait fait ensemble avec Grégory sur Sisplay. Dès le premier Mhm. match des Steelers, ça avait été un peu mieux. Ils avaient dépassé la fameuse barre des 400 yards qu'ils n'avaient pas Ouais, dépassé depuis un moment. On s'était dit ouais. pourquoi pas. Puis Kenny Pickett, ça a été plus compliqué le match d'après. Il y a cette blessure. Désormais, il est plus là, il est blessé, il est à l'infirmerie. On verra quand est-ce qu'il va revenir. Mitch Trubisky, on le sait, on a du mal à faire exploser une attaque avec un Mitch Trubisky. Désormais, ça, on le sait depuis qu'il est arrivé en NFL. Du coup, l'attaque, on a du mal à voir comment elle peut avancer. Sauf que les Steelers, et on va se concentrer sur ça pour la fin de ce débrief, parce qu'on parlera après des Patriots, notamment sur le thème. Les Steelers, la suite pour eux, ils sont à 7-6. Ils sont toujours dans la course au playoff, paradoxalement. Ils ont toujours un bilan positif. Il faut qu'ils s'accrochent, mais c'est vrai qu'on a du mal à les voir aller plus loin, Pittsburgh. Bah effectivement, là, je vois le calendrier, les Colts, les Bengals, les Seahawks et les Ravens. C'est compliqué, hein. C'est vraiment compliqué. Ils ont 4 belles équipes qui vont jouer, qui vont jouer en face pendant les 4 dernières semaines. Euh, ouais, je pense que déjà, s'ils arrivent à attraper une wild card, parce que Mike Tomlin, il fait jamais une saison en négatif, je pense que c'est une théorie qui peut se vérifier. Mais je sais pas s'ils vont aller en playoff, hein, mais en tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Déjà, il faut qu'ils récupèrent Kenny Pickett. Normalement, il est absent encore la semaine prochaine face aux Colts. Mais ouais, pour les playoffs, vu les adversaires, ce sont des adversaires en plus qui vont aussi lutter pour les playoffs, à part peut-être les Ravens qui vont peut-être être déjà qualifiés. Donc non, à voir ce que ça va donner, mais c'est ce qu'on disait depuis le début de la saison. Si les Steelers doivent aller en playoff, c'est grâce à leur défense. Et là, malheureusement, la défense est un peu passée au travers en première période, pas en seconde, mais en première période, ils sont passés au travers. Donc c'est un ensemble, effectivement, et Ouais, l'attaque, c'est compliqué à regarder, c'est compliqué à dire qu'est-ce qui se passe autour de cette attaque, qu'est-ce qu'il faut faire. On sait que l'an prochain, à la prochaine intersaison, il faut qu'ils se concentrent là-dessus. ouais, Parce que la ouais, il va défense, falloir. c'est blindé. Mais en attaque, il faudrait faire quelque chose. Ouais, la défense en effet qui est performante. Après, c'est vrai que cette défense, elle prend quand même beaucoup de yards et elle se sauvait sur des turnovers. Tu l'as dit, en deuxième période, il y a eu ce turnover qui les a aidés. Mais c'est vrai qu'en première période, quand ils prennent des yards et ils n'arrivent pas à provoquer des pertes de balles, c'est compliqué pour eux. Tu as parlé du calendrier. Les Steelers, ils restent sur 3 défaites lors des 4 derniers matchs. Donc déjà, Hmm. la dynamique n'est pas bonne. Et en Ouais. plus, sur les 4 prochains matchs, il va y avoir 3 déplacements. Tu en as parlé. Hmm. Ils vont aller aux Colts la semaine prochaine. Ils vont recevoir les Bengals. Ils vont aller aux Seahawks et ils vont terminer par les Ravens à Baltimore. C'est Hmm. vrai que ce match, selon comment se passe la saison des Ravens, il pourrait déjà être qualifié. Et en même temps, Baltimore pourrait aussi jouer potentiellement la première place de la conférence Ouais, AFC. c'est vrai. Et donc peut-être qu'ils pourraient imaginer de jouer à fond ce match pour avoir une semaine de repos. Baltimore qui est pour l'instant égalité avec Miami. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Sur la fenêtre de playoff actuellement, le tableau des playoffs, comme disent les Américains, le playoff Ouais, picture, la playoff picture. Ouais. Hmm. les Steelers avec cette défaite, ils sont passés huitièmes. Si la saison s'arrêtait maintenant, ce qui n'a aucun sens, puisque les Steelers ont un match de plus que tous les autres, mais je vous Ouais. le dis, si la saison s'arrêtait maintenant, C'est les ça. Steelers seraient huitièmes et ils seraient derrière justement les Colts, on en a parlé, les Browns et les Texans. On va voir ce que ces équipes font aujourd'hui, mais avant cela, Niti, si je dois te poser la question, playoff ou pas pour Pittsburgh, on terminera d'ailleurs sur ça, playoff ou pas pour les Steelers. Ouais, ça va être compliqué. Moi, je dis non. Si je devais faire un pronostic, ils perdent contre les Cardinals et les Patriots. Quand tu perds contre des équipes comme ça, pour moi, tu vas pas en playoff. Donc, et en plus à domicile, hein, en plus ils perdent, hein. Donc,
En plus, là, ils affrontent. Peut-être que. Alors, si l'enjeu devient très élevé, je sais pas pourquoi cette équipe peut peut-être se sublimer. Ouais, Donc, à voir. disons qu'elle joue souvent à la hauteur de son adversaire. Donc, quand Ouais. ce sont des adversaires qui ne sont pas très performants, comme les Patriots, ils se mettent à leur Mm. hauteur. Par contre, quand il y a des adversaires performants, ils se font rarement dépasser du début à la fin du match. Alors, ils perdent pas Mm. mal de matchs, mais pour l'instant, ils en ont gagné plus qu'ils en ont perdu. J'ai parlé des équipes qui étaient devant eux. Les équipes qui sont derrière, il y a les Broncos qui sont à 6-6, qui sont, on peut le dire, sur une dynamique meilleure, même s'ils sortent d'une défaite, ils sont sur une dynamique meilleure. Et puis, juste en dessous, encore un peu plus bas, il y a les Bills qu'il ne Mm. faut pas enterrer non plus. Ils ne font pas une super saison, mais on peut imaginer que Buffalo va être mieux sur la fin de saison, va aller arracher un strapontin en playoff, et ça pourrait enlever une place. Donc c'est vrai que je te rejoins. Je suis assez d'accord. Pour moi, les Steelers, ça me paraît compliqué et compromis malgré un bilan de 7 victoires et 6 défaites. Merci, Niti, pour d'avoir été avec nous pour ce TNF, Merci à Niti toi. TNF Sims. Et puis tu vas rester avec nous, surtout, puisque je l'ai dit, on va parler un petit peu d'un domaine que tu connais bien. Alors, spécialiste Mm. fantasy, spécialiste draft aussi. Je crois qu'on peut t'entendre sur les podcasts draft avec toute l'équipe qu'on salue d'ailleurs. Et on avait Yes. décidé de faire un petit thème draft. Alors, on l'a titré en disant voilà, qui les losers vont prendre. On a parlé d'une équipe, on a parlé des Patriots, on peut le dire, et on ne veut vexer personne, mais les équipes qu'on va parler, globalement, sont des équipes de losers en ce moment. Voilà, c'est pas une équipe de On losers en va dire général. avec un bilan négatif. Allez, on va dire Voilà, ça. voilà, des équipes avec de bilans négatifs. On avait décidé de faire une petite, voilà, de s'arrêter à ce moment-là de la saison parce que tu te confirmeras, Niti, mais la saison régulière d'universitaire s'est terminée. Il Ouais, reste les playoffs et les bowls, surtout pour les autres c'est équipes. ça. Donc, il Ouais. reste quelques matchs à fort enjeu tout de même. Il restera ensuite tout ce qui est scouting. Il restera l'année prochaine les Senior Bowl. Et beaucoup de choses encore peuvent évoluer, notamment au niveau des places de draft. Mais on avait quand même envie, dans ce fauteuil, de commencer à vous parler un petit peu de cette draft-là, comme vous le faites souvent avec les amis de la draft, Niti. Mais voilà, on avait envie d'en parler un petit peu, de faire un petit arrêt sur image pour déjà donner un peu d'espoir à des équipes. On en a parlé, par exemple, comme les Patriots, comme des équipes comme les Cardinals. Justement, on s'est arrêté, on a pris le classement de la draft. Si la saison s'arrêtait maintenant, je vous le donne, comme ça vous l'avez en tête. Pour l'instant, les Panthers sont derniers et donc auraient le premier choix. Sauf que le premier choix, vous le savez, l'année prochaine, le premier choix des Panthers, il va aux Bears à Chicago avec le trade pour Bryce Young notamment. Donc ce serait les Bears en premier, les Patriots à 3-10 en deuxième. Les Cardinals, qui sont à 3 victoires et 10 défaites aussi, qui sont en repos cette semaine, seraient troisième. Derrière, les Commanders seraient quatrième avec un bilan de 4-9 pour l'instant. Les Bears, qu'on retrouverait avec leur choix de draft cette fois-ci, pourraient choisir une deuxième fois dans le top 5, ce qui serait un vrai avantage pour eux. Les Jets avec 4-8, les Giants 7e 4-8, et on n'en a pas parlé, on n'en parlera certainement pas aujourd'hui, à moins qu'on ait un peu de temps, mais les Titans sont à 4-8 aussi, ils seraient 8e pour l'instant. On va voir comment tout ça se passe un petit peu. Mais voilà, on voulait parler d'un petit peu tout ça. On va commencer par le début, par les Bears, puisqu'on l'a dit, les Bears ont le choix des Panthers. Les Bears, Nitti, choix du premier choix de la draft. L'an dernier, ils l'ont lâché, ils l'ont tradé. Est-ce que tu les vois déjà la première chose? Est-ce que tu les vois le garder cette année ou le lâcher? Bah, ça double tranchant en fait, hein. Ça risque d'être compliqué de se dire que tu as encore le premier choix, mais tu vas encore le lâcher. Parce que en fait, si le cas se produit, parce que je pense que les Bears, en faisant cet échange avec Carolina, ils pensaient pas que ce choix-là allait être en dehors du top 5, au moins dans le top 10. Mais alors là, si c'est dans le premier choix, alors là, Ah, c'est le cas du siècle. ouais, c'est ça, c'est un peu le casse du siècle. Et à mon avis, s'ils ont encore le premier choix, alors déjà, il faut savoir que ça peut déjà évoluer au niveau du coaching staff, parce que Matt Eberflus n'est pas forcément en situation, on va dire, idéale du côté des Bears. Donc déjà, ça pourrait changer déjà de ce point de vue-là. Ouais. Après, si c'est un nouveau coach, pour moi, si première place, donc nouveau quarterback. Normalement, ce serait ça. C'est vrai Après, que ça va souvent ensemble. En tout cas, ouais. les nouveaux Mm. coachs arrivent avec des nouveaux quarterbacks pour, Mm. on va dire, un nouveau régime. On les laisse évoluer ensemble.
Hmm. le nouveau coach arrive et il peut choisir aussi. Alors, c'est pas lui qui choisit, mais il peut donner son avis sur le quarterback qu'il veut, parce qu'on en parlera. Il y en a potentiellement deux C'est qui sont ça. dans le haut de cette draft-là. Donc, c'est vrai que c'est souvent comme ça que ça se passe. C'est ça, exactement. Et là, tu l'as dit il y a quelques minutes, les Bears, ils ont deux choix dans le top 5. Ça veut dire donc que déjà la saison, elle est pas terrible. Donc en fait, finalement, bah, Justin Fields, on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec lui. Donc pour moi, les Bears, s'ils sont encore en numéro un, je les vois mal lâcher encore une deuxième fois de suite le strapontin numéro un, à moins qu'ils le construisent sur plusieurs années, ce qui serait peut-être plus intelligent pour entourer Justin Fields, si il s'engage avec eux pour les prochaines années. Mais on va tenter le diable et on va finalement, je pense que les Bears vont prendre un nouveau quarterback, à mon avis. Et donc aujourd'hui, bah, les Bears sont dans une situation qui, en fait, finalement, est à un carrefour. En fait, c'est soit tu prends un nouveau quarterback, ou soit tu construis encore sur le long terme autour de Justin Fields, tu descends pour accumuler des choix de draft, ce qui serait peut-être plus judicieux, et peut-être attirer un autre receveur encore plus expérimenté en NFL parmi les équipes qui sont en dessous. Ouais, c'est vrai que tu l'as dit, ils sont à un carrefour et ça me fait sourire parce que ils l'étaient déjà l'année dernière. Ils avaient le premier Ouais, choix de la c'est draft, ça. ils avaient plusieurs quarterbacks à leur disposition, Bryce Young, il y avait CJ CJ Stroud, Stroud, il y avait Anthony Richardson aussi, ouais. il y avait toutes ces questions-là Will et Levis, ouais. ils ont décidé Hmm. de partir avec Justin Fields. Ouais. Là, j'ai l'impression que le destin leur dit un petit peu, on vous donne une deuxième chance de prendre la bonne décision. C'est-à-dire que peut-être que l'année C'est un peu prochaine, ça. l'année dernière, vous n'avez pas pris, peut-être là, quand on voit comment est Justin Fields. Le problème, c'est Hmm. que Justin Fields, il fait un peu la même saison que l'an dernier. C'est-à-dire qu'il est pas très bon en début de saison. Il se blesse, il n'est pas là, on se pose question et on se dit finalement, c'est pas la solution. Et puis là, il semble revenir et il semble bien revenir en fin de saison pour dire aux dirigeants et aux Hmm. supporters des Bears, il y a du potentiel. Parce que Justin Fields, il a du potentiel, c'est vraiment pas ça. Ce qui manque, c'est on le répète souvent dans le podcast, c'est de la constance. Il Ouais. manque de constance et c'est ça que veulent voir les supporters et les dirigeants. Et on le voit souvent sur des fins de saison. Alors c'est intelligent, je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, ça le sauve quasiment à chaque fois. Est-ce que ça va le sauver là? En tout cas, toi, tu pars sur une draft de quarterback. C'est vrai que Ouais. ce serait dommage pour les Bears on va dire, de lâcher une deuxième fois le premier choix. Après, on a vu qu'ils pouvaient récupérer DJ Moore avec le premier choix. Je ne sais pas qu'est-ce Hmm. qu'ils pourraient récupérer cette année, descendre un petit peu pour aller récupérer un receveur, on en parlera. Il y en a un Hmm. notamment, je crois que tu nous en parleras, qui est plutôt intéressant apparemment dans cette draft. En tout cas, toi, tu le vois partir avec Caleb Williams. Ce qui nous fait parler des quarterbacks désormais. Caleb Williams, Drake May, c'est un peu les deux quarterbacks. Tu peux nous en parler, les deux quarterbacks qui mènent la corde, un peu à l'instar d'un Bryce Young, CJ Stroud l'an dernier, si on veut Voilà. comparer. Voilà, Caleb Williams, que vous voyez sur l'image, là, le numéro 13, hein, évidemment, c'est pas le 6. Caleb Williams, c'est un quarterback double menace. C'est un quarterback qui a un très bon bras, qui est assez précis sur longue distance, mais qui manque parfois un peu de concentration sur les passes pourtant très faciles à faire pour son running back notamment, ou pour un receveur dans le slot qui est vraiment très bien placé et où il peut faire le jeu. Ça se Euh, coach, ça se coach, ça, voilà, j'ai ça envie de dire. c'est. Bah, c'est un peu. Ça, c'est effectivement peut-être ce qu'on appelle des red flags, donc des inquiétudes que peuvent avoir déjà des recruteurs NFL. Donc, en fait, Caleb Williams, la saison dernière, il a réalisé une saison incroyable, Heisman Trophy, donc meilleur joueur universitaire l'an dernier. Cette saison avec USC, c'est pas forcément de sa faute si USC n'est pas en playoff, c'est plus la faute de la défense. Mais en tout cas, Caleb Williams, il a cet esprit de compétiteur, il a cette mentalité de vouloir gagner des matchs grâce à l'attaque. Donc c'est pas vraiment de sa faute. Après, un de ses gros défauts, je trouve, pour Caleb Williams, puisque, OK, il a une capacité d'improvisation incroyable. Il peut donner des mots de tête au coordinateur défensif pour savoir comment le contrer. Il peut gagner des yards avec ses jambes, trouver un receveur, on ne sait pas trop où. Voilà, c'est pour ça que c'est peut-être un futur numéro un, c'est parce il a cette capacité d'improvisation qui peut rappeler un certain Patrick Mahomes de Kansas City. Voilà. Je- je- Après,
Ouais, Vas-y. quand je t'écoute, et quand j'entends Caleb Williams, tu disais peut-être ces sautes de concentration peuvent un peu inquiéter déjà les recruteurs. J'ai Mm, l'impression tout de même que si on devait, parce que les quarterbacks qui sortent d'universitaire sont rarement parfaits, ça mm, n'existe pas. mm. Si on devait avoir un défaut peut-être à un quarterback, donner un défaut, ce serait peut-être celui-là, dans le sens où je dis, pour moi, s'il tombe, et ça aussi, ça va être une vraie question, mais s'il tombe du côté du bon coaching staff, ce sont des choses qu'un bon coaching staff pourrait faire améliorer. Si ce que tu dis, son gros défaut, c'est ses sautes de concentration, de passes faciles, on parle d'un jeune joueur par définition, il est à l'université, dans un bon environnement. Il pourrait être amené à, voilà, à prendre des meilleures décisions, en tout cas être plus concentré sur la durée d'un match quand l'enjeu va être encore plus élevé. Donc c'est vrai que si c'est ça, je préfère un quarterback qui a des sautes de concentration qu'un quarterback qui est limité physiquement, qui a du mal dans ses lectures, par exemple, enfin, comme ça pourrait être le cas pour d'autres quarterbacks. Donc c'est vrai que bon, si tu me dis ça, je me dis à la limite. Drake May, on en parle aussi. Parle-nous un petit peu de l'autre quarterback. Et puis parle-nous aussi de qu'est-ce qui fait que pour toi, Caleb Williams est devant un Drake May sur une mock draft. Voilà, sur le mock draft, majoritairement, on place Caleb Williams. Pardon. Majoritairement, sur toutes les mock drafts, on place Caleb Williams devant Drake May. Certains qui suivent très bien le foot université diront non, Drake May est meilleur que Caleb Williams. Drake May, c'est, voilà, vous voyez sur l'image du numéro 10. Donc, c'est un joueur qui a un bras phénoménal. Franchement, dans les trois niveaux, la précision, c'est là, quoi. C'est un peu l'équivalent d'un Justin Herbert à l'époque à sa sortie de l'université d'Oregon. Que ce soit court, moyen ou longue distance, il arrive à chaque fois à atteindre son receveur. Le problème de Drake May, c'est effectivement la gestion du ballon et donc parfois il peut commettre des fumbles. Mais sinon, il est assez mobile, peut faire des lancers en mouvement qui parfois sortent de l'ordinaire et aussi gros potentiel. Gros potentiel, il n'a seulement que 20 ans. Donc le joueur de North Carolina devrait voilà, être, sauf surprise, un top 3, top 5. Ce qui pourrait inquiéter, c'est peut-être effectivement les qualités athlétiques. On le voit là déjà sur l'image. C'est pas un quarterback physique, puissant et tout, mais c'est un quarterback qui a les fondamentaux du poste, la lecture, la précision au niveau des bras, la mécanique de lancer. Donc honnêtement, hein, Drake May, il a très peu de défauts voilà, pour arriver en NFL, mais c'est des défauts qu'il va falloir qu'il corrige si, par exemple, il n'a pas la ligne offensive qu'il faut, s'il n'a pas les receveurs qu'il faut. Donc voilà, Ce c'est déjà le ce cas un peu à North Carolina et ça qui va peut peut-être être le devenir aussi en NFL. Ouais, ce qui peut être le cas dans les équipes qu'on a mentionnées, parce qu'on l'a dit pour l'instant, on envoie Caleb Williams du côté des Bears, on envoie Drake May du côté des Patriots, qui, on vous l'a dit, est deuxième. On peut passer rapidement sur les Patriots, mais Niti, je pense qu'on est d'accord pour dire que les Patriots, si c'est très haut dans la draft, il va falloir prendre un quarterback. On le voit là, Oui. ça tâtonne, sauf si Bailey Zappi fait une fin de saison incroyable et les Patriots finissent invaincus et qu'en plus ils descendent dans la draft. J'ai du mal à imaginer que les Patriots, en étant dans les un, 2, 3 premiers choix, prennent pas un lanceur, non? Ouais, là, tu vois, je souris un peu de manière forcée. Non, oui, non. J'espère que les Patriots feront pas l'erreur de prendre un joueur de ligne offensive comme ils ont l'habitude de le faire ces derniers temps à la draft au premier tour. Non, non, normalement, enfin, trêve de plaisanterie, ça devrait être un quarterback, mais il faut prendre le bon. Parce qu'il y en a d'autres, hein, des quarterbacks qui poussent pour titiller les deux premiers là, qu'on a mis sur l'écran, Caleb Williams et Drake May. Ce sont des quarterbacks plus expérimentés, eux, mais qui ont réalisé des saisons universitaires incroyables. Je pense notamment à Jaden Daniels, à Bonix, à Michael Penning Jr. Voilà, ce sont des joueurs comme ça. Donc, il peut y avoir une surprise comme à la draft où Baker Mayfield a été drafté numéro un, alors qu'on ne l'attendait pas du tout en numéro un lorsqu'il était sorti d'Oklahoma. Ouais, donc c'est vrai que ça va être une question. C'est pour ça que tout ça va Mm. évoluer. Mais en effet, pour l'instant, il y en a deux qui tiennent un petit peu la corde. On verra comment ça se passe. Mais c'est vrai que, bon, dans notre mock draft, en tout cas, les Patriots prennent le deuxième quarterback disponible, qui serait Drake May. Euh, on arrive désormais au troisième choix de cette draft. On a parlé des Cardinals. On suppose que les Cardinals vont garder et continuer avec Kyler Murray, ce qui semble être le cas pour l'instant. Kyler Murray qui est revenu de blessure et qui a encore un fort potentiel. Et du coup, parlons un peu de Marvin Harrison Jr., le receveur qui est annoncé comme un receveur star. Parle-nous un peu de lui et surtout, dis-nous un petit peu
si tu y arrives, si tu réussis, un peu la comparaison avec elle pour nous, parce que je m'inclus dans le lot, pour nous qui ne connaissons que la NFL, avec quel receveur, c'est pas toujours évident, mais on pourrait le comparer. À sa sortie d'universitaire, je dirais A.J. Green. Voilà. Ça, c'est la sortie d'université parce que A.J. Green, à l'époque, c'est un phénomène aussi. Là, c'est le même genre de phénomène qu'on a. Et si on pourrait comparer avec un receveur aujourd'hui, je dirais Justin Jefferson ou, alors, Ja'Marr Chase peut-être un peu moins, mais Justin Jefferson. Forcément, puisque il est tout proche de son niveau, déjà, alors qu'il a seulement 20, 21 ans. Ce joueur, enfin, je sais pas comment l'expliquer, c'est un vrai phénomène. Moi, j'adore le poste de receveur, j'adore évaluer les postes de receveur. Moi, la qualité première que j'aime chez lui, c'est qu'il arrive toujours à être démarqué. La qualité de séparation est totalement folle, que ce soit par rapport à un cornerback élite en universitaire ou par rapport à un cornerback moyen. La qualité des traces et la fluidité du mouvement dans la route. Parfois, c'est prodigieux. Et quand le quarterback arrive à le trouver, on se dit, mais comment c'est possible qu'il arrive à être là alors que personne n'est là autour? Voilà, c'est souvent cette question-là que je me pose. Et quand on se pose ces questions-là, tu le sais direct que c'est un excellent joueur. Pour te dire, sur ces 2 dernières saisons, 28 touchdowns sur les 2 dernières saisons. Bon, Et c'est l'universitaire, hein. en 25 matchs. C'est 28 l'universitaire, touchdowns hein, en 25 matchs. Ouais, ouais. les touchdowns, il y en a 10 par Ouais, match, hein. ouais, ouais, il y en a beaucoup, ouais. Je vais me dire, ouais, il y en a beaucoup. Alors, 28 touchdowns en 25 matchs, il en a fait 14 avec CJ Stroud, alors il avait encore 19, 20 ans. Et là, il en fait 14 avec un quarterback, allez, sans manquer de respect à Kyle McCord, on va dire moyen. Voilà. Ouais. Donc, c'est les mêmes statistiques avec un quarterback moyen. Honnêtement, moi, je trouve que, voilà, au-delà des chiffres, il faut le regarder jouer. C'est un vrai phénomène. Je ne sais pas comment illustrer mieux que ça. Bah, tu nous fais déjà saliver, forcément, pour ceux qui ne l'ont Mm. pas forcément vu ou ceux qui l'aperçoivent en universitaire. J'ai deux questions du coup. Est-ce que c'est le meilleur, à l'heure actuelle, est-ce que c'est le meilleur joueur de cette draft? Parce qu'on a parlé des quarterbacks, on sait qu'ils sont un peu mieux cotés parce que le poste est Mm. forcément attractif. Mais est-ce que c'est le meilleur joueur? Et est-ce que il existe un monde où les Bears prennent Marvin Harrison? Parce que tu nous parles d'un quarterback avec lui moyen, on va dire, ou pas forcément élite avec Marvin Harrison. Et pourtant, il arrive à rendre ce quarterback-là bon, ou en tout cas, il arrive à C'est marquer des ça, touchdowns. Est-ce exactement. qu'il y a un monde où les Bears le prennent en premier choix en se disant il va aider Justin Fields? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver si les Bears sont vraiment très, très chauds, on va dire, entre guillemets, pour aller le prendre. Oui, bah forcément, puisque c'est un besoin, le poste de receveur du côté des Bears, malgré qu'ils ont DJ Moore, mais c'est un besoin, effectivement. Donc, ils peuvent le prendre en numéro 1. Je ne serais pas choqué que ça. Mais je pense que voilà, pour avoir un receveur, il ne faut pas qu'il descende trop. C'est-à-dire, il faut qu'il négocie avec une des équipes autour d'eux, genre les Commanders ou les Patriots, pour inciter. Non, les Commanders peut-être pas, mais allez, ouais, disons les Patriots, allez, puisque eux, ils ont besoin d'un quarterback également pour remonter, ou les Giants même, pour monter en numéro 1. Ouais, on a du mal à imaginer qu'en tout cas, Marvin Harrison dépasse la troisième place. Les Cardinals, s'ils continuent avec Kyler Murray, tu dis, est-ce que c'est le meilleur joueur de cette draft? Les Cardinals, en plus, sur un poste où il y a un besoin. Camille faisait une petite blague dans le chat avec il nous disait évidemment, les Cardinals vont encore gâcher un receveur générationnel pour rien. C'est vrai qu'il il faudra pas le gâcher. Et on remercie notamment Camille de nous fournir, enfin, de Ah bah nous c'est vrai montrer qu'avec des AJ photos. Green et DeAndre Hopkins à l'époque, c'était pas mal, mais bon, c'était un peu. C'est vrai qu'ils étaient quand même dans le plafond de leur carrière après, hein. Ouais. Ouais, ouais, En tout cas, voilà, on imagine Marvin Harrison du côté des Cardinals en troisième choix. ouais, Ce qui nous amène ensuite aux Commanders et aux Bears qui seront quatrième et cinquième. Là, on voulait regrouper un petit peu ça en imaginant ces deux équipes prendre des edge rushers, des pass rushers, des joueurs qui sont performants en défense. C'est rare d'avoir des défenseurs que plus tard dans cette draft. Enfin, on est quatrième et cinquième. Tu nous as parlé là de Dallas Turner pour les Commanders, Jared Verse pour les Bears. Parle-nous un peu des edge rushers disponibles et pourquoi ces deux joueurs-là. Ouais, on en a déjà parlé un peu lors des podcasts draft, hein. Je vous renvoie au podcast draft et récemment sur les edge rushers où on a parlé de Dallas Turner et de Jared Verse il y a quelques semaines.
ces deux joueurs sont vraiment des joueurs très talentueux puisque l'un a un parcours voilà, qui est très linéaire, qui a une progression de manière exponentielle et qui arrive à maturité, on va dire, universitaire. Et donc, on a hâte de le voir jouer en NFL. C'est Dallas Turner. Donc, vous voyez à l'image, le numéro 15, une très belle technique au niveau des mains, une belle agilité, un manque de puissance certes, mais la puissance, ça se travaille en NFL de toute façon avec le nombre de semaines qu'il va passer à la salle de muscu. Donc, à mon avis, je pense aussi qu'il aura des conseils de la part de son ancien coéquipier Will Anderson Jr. Voilà, mon avis, Dallas Turner, c'est un gros potentiel. Peut-être ce qu'on disait avec Victor, c'est peut-être un futur TJ Watt à voir. Mais voilà, on sait qu'Alabama et les pass rushers, c'est souvent du très haut niveau. Et là, Dallas Turner ne déroge pas à la règle, sachant en plus que c'était une recrue très, très, très cotée au lycée. Et donc, en NCAA, il n'a fait que confirmer. Maintenant, il ne reste plus qu'à l'étape suivante, c'est la NFL. Ça m'étonnerait s'il ne se présenterait pas cette année, puisque vraiment sa cote est vraiment très très haute. Oui, Dallas Turner, Jared Verse sont des joueurs qui sont prêts pour la NFL, qui peuvent Mm, performer. On sait que c'est un poste où généralement le très haut du panier est prêt pour la NFL. On a vu mm. Hutchinson l'an dernier notamment, Will Anderson aussi, hein, qui fait une bonne Voilà, c'est saison ça, rookie. exactement. On a des joueurs prêts pour la NFL qui peuvent avoir un impact d'entrée. Ouais, voilà, bah tu vois, Jared Verse là qu'on voit ici, là, le joueur de Florida State, c'est un joueur qui a typiquement alors pas le même parcours qu'Aidan Hutchinson, mais il est resté assez longtemps en université pour voilà être désormais parmi le haut du panier dans les edge rushers. Jared Verse, il a un parcours atypique, il est en deuxième division universitaire et dès sa première saison, il fait 9 sacs et là cette saison encore 9 sacs. Mais c'est un joueur, et là on voit la carrière déjà sur la photo, hyper puissant. Il va jouer probablement defensive end, outside linebacker peut-être, hein, puisque il manque encore un peu de vitesse. Mais oui, c'est un joueur puissant que moi, en tout cas personnellement, j'adore. Mais oui, Jared Verse, c'est un futur top 10, voire top 15 enfin top 15, voire top 10 de la prochaine draft. Mm. On a dans le chat, on a quelques commentaires, notamment bon, on nous parlait de Marvin Harrison qui disait que il y avait DJ Starkiller 93 qui dit le peu de fois que j'ai vu jouer Harrison, j'ai pensé à Devontae Adams. Il a des aimants à ballon dans les mains. Tu as donné quelques comparaisons, mais c'est vrai que les Justin Jefferson, Devontae Adams et Jay Green, c'est du très Mm. haut du panier. Mm. En effet, si c'est un joueur qui ressemble à ça, je pense que l'équipe qui va l'avoir sera ravie. Il Clairement. y a Camille qui nous disait qu'il nous a parlé de Fitzgerald aussi, puisqu'on a parlé des Oui, c'est vrai, receveurs Larry Fitzgerald. des Mm. receveurs générationnels aux Cardinals qui ont été gâchés. Il y a Fitzgerald aussi qui fait une énorme carrière. Et puis pour finir sur les Commanders, il y a Mitty Alz qui nous dit pour les Commanders, j'ai surtout envie de voir des gens dans le backfield parce que c'est Kata depuis quelques années. Je suppose qu'on parle des running backs. Il y a déjà pas mal de running backs qui ont été draftés récemment aux Commanders. Est-ce qu'il y a un running back très rapidement qui mériterait un très haut choix de draft? On sait que c'est les fans universitaires et de la draft sont toujours frileux. En tout cas, il y a une vraie frange de cette partie-là qui est frileux à drafter du running back très haut, voire même au premier tour. Non, là, cette année, il n'y a pas de running back à la Bijan Robinson, à la Jahmyr Gibbs. Je pense qu'il y en aura un, peut-être un au premier tour, allez, mais en fin de premier tour. Mais je vois pas un dans le top 10, voire top 15. Mais il y a des joueurs qui peuvent être dans le second tour, c'est sûr. Je pense qu'en second tour, il y aura une ruée sur les running backs, à mon avis. Je vais pas spoiler tout de suite, hein, on va parler beaucoup plus tard. Mais non, Ouais, on aura le il y a temps. pas de, il y a pas de, il y a pas de running back. Ouais, voilà. Donc, je pense qu'il parle peut-être plus du backfield défensif à mon avis parce que Oui, c'est je pense possible. que C'est je pense possible que les aussi. Commanders ont vraiment des problèmes en tant que cornerback et safety. Sinon, il y a un cornerback, il y a beaucoup de cornerbacks effectivement qui peuvent prétendre dans le top 10, top 15. Donc là, il y en a beaucoup Oui, là, on peut dans cette avoir un. QV. Et si haut que ça, par exemple, est-ce qu'avec avec un top 5, on pourrait imaginer un cornerback? On l'a vu, ça peut arriver récemment aussi. C'est quelque chose qu'on peut imaginer. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Il suffit de voir l'an dernier. Devon Witherspoon il est drafté numéro 5, alors que pour moi, c'était plus un joueur du top 15, top 20. Donc, avoir un cornerback drafté en numéro 3, comme un certain Dice Stingley Jr., qui brille aujourd'hui à Houston, ce serait pas étonnant, mais dans cette QV-là, cela m'étonnerait.
Oui, c'était ça, surtout la question. Ouais, Ouais, il y a ah pas oui, voilà. de Ouais. joueur qui. Et en effet, Ok. Mithy Alz qui nous dit le backfield défensif. Autant pour moi, Mithy Alz, j'étais resté bloqué sur le backfield. On parle tellement de l'attaque depuis tout à l'heure Ouais. que j'étais resté bloqué sur le backfield offensif. Mais en effet, backfield défensif. On va terminer, Mithy, avec deux autres équipes, les Jets et les Giants, qui pour toi devraient prendre des linemen offensifs. Pour l'instant, ils sont donc 1, 2, 3, 4, 5, 6e et 7e. Ils sont hors du top 5. On imagine très fortement que hors du top 5, les deux quarterbacks stars sont partis. Et du coup, tu vois les deux équipes de New York partir sur des postes où il y a des besoins, les linemen offensifs. Exactement. C'est très compliqué des deux côtés de la ligne. Enfin, surtout de côté de la ligne offensive dans les deux équipes de New York, c'est ça que je voulais dire, pardon. Donc, bah, j'ai imaginé deux joueurs, effectivement. Du côté des Jets, on peut pas passer à côté d'un Olufa qu'on voit sur l'image, le numéro 74, voilà, qui essaie de bloquer déjà deux gars. Voilà, donc ça veut tout dire du potentiel du gamin. Si si on voit voilà comment est bâti le bonhomme, mais ouais, Olufa c'est un monstre physique, un gros potentiel. Il est né en fin d'année, donc il n'a seulement que 20 ans et il a déjà beaucoup d'expérience universitaire. Il a concédé zéro sac. Zéro sac depuis 2 saisons Ça fait rêver universitaires. ça fait rêver les Ouais, supporters des Giants, ça. Ouais, exactement. Ou les Jets, hein, qui Oui, peuvent, oui, ou les Jets. Ou les surtout Jets. les Jets, hein, ils ont plus besoin que les Giants pour moi d'un joueur de ligne offensive, même si voilà, les deux équipes concèdent énormément de sacs. Les C'est ce Giants, qu'on je a. crois que c'est l'équipe qui concède le plus de sacs en NFL. Voilà, c'est ce qu'on a remarqué avec Victor et Jean-Michel ces derniers temps, c'est que les lignes offensives sont pas si performantes que ça. Il suffit de voir les drafts des années précédentes, hein, où c'était des drafts plus défensives, et la seule draft où il y avait plein de lignes offensives qui étaient draftées on va dire dans les premiers tours, c'était la draft 2020, la draft Covid, où il y avait au moins 4 joueurs de ligne offensive draftés. Et après, il n'y a plus eu de joueurs de ligne offensive draftés au premier tour ces dernières années, même s'il y en a eu 3 l'an dernier. Après, donc, il y a donc Baolufa Chanou, qui est vraiment le premier tackle offensif. Le deuxième, donc, c'est lui, c'est Joe Alt, donc numéro 76, qui joue à Notre-Dame. Très bon, notamment pour le jeu de course. Encore un peu de difficulté sur la protection de passe, mais sinon, c'est aussi un joueur qui a énormément de potentiel, peut-être un futur All-Pro également, puisque c'est un joueur hyper intelligent et assez athlétique pour pouvoir contenir les plus grands pass rushers que peuvent produire la NFL ces dernières années. Les Jets, allez, on va dire qu'on les imagine mal. Aaron Rodgers est déjà quasiment sur le retour. On suppose Hmm. qu'il ne va pas arrêter sa carrière. Il devrait continuer l'année Ah, ça serait prochaine. dommage, Donc, ça. ça serait dommage en effet. Donc, allez, on part du principe qu'il continue sa carrière et que donc les Jets prendront peut-être le meilleur joueur disponible ou alors vraiment le joueur de ligne offensive dont tu parlais. En revanche, les Giants, est-ce qu'on peut les imaginer monter dans cette draft pour aller chercher un des deux quarterbacks parce qu'ils ont quand même ils ont donné un gros contrat à Daniel Jones. Mais est-ce que l'attrait et la proximité avec les deux, trois premiers choix de draft peuvent les inciter à monter dans cette draft? Oui, bah justement, les Giants et les Patriots font partie des candidats qui doivent être dans les 2 premiers choix pour prendre un quarterback. Puisque, voilà, on va dire que s'ils attendent l'an prochain, et ben on va se dire, bon, bah autant construire d'abord autour du futur quarterback pour ensuite prendre un quarterback rookie l'an prochain. Mais moi, je pense que c'est pas une très bonne idée de réfléchir comme ça. Il vaut mieux d'abord construire par la pièce centrale du puzzle et après chercher des receveurs autour ou des joueurs de ligne offensive via la free agency, hein, pourquoi pas, ou un autre receveur avec des autres choix de draft. Des quarterbacks, il n'y en a pas tant que ça dans les 3 premiers tours. Alors que des receveurs, des joueurs de ligne offensive, il y en a pourtant voilà, dans les deuxième, troisième, quatrième tours. Donc oui, s'ils veulent un des deux quarterbacks que j'ai cités là, ou alors un autre, hein, peut-être un Jaden Daniels qui vient d'être récemment être élu meilleur joueur universitaire Heisman Trophy, ou un Bonix, hein, pourquoi pas, mais voilà, je sais pas ce qu'ils vont faire, hein, cette équipe-là des Giants, mais oui, si la blessure, une rupture des ligaments croisés, il faut le rappeler, hein, de Daniel Jones, ça change tout. Ça change tout sur les plans des Giants, puisque à mon avis, lors de l'intersaison, avant sa blessure, c'était pas forcément le fait de prendre un quarterback, c'était plus de prendre des joueurs autour de lui. Donc là, ça change tout. La blessure, ça change pas mal de choses. Donc à mon avis, je pense qu'il va falloir développer un autre quarterback
afin de pouvoir voilà, envisager l'avenir à long terme plus sereinement du côté des Giants. Ouais, ça fait beaucoup parler. En tout cas, c'est un quarterback aux Giants. Il y a Urizen80 qui nous dit Daniel Jones peut être coupé sans trop de dead money après la prochaine saison. Hmm. Il y a McNepsy qui dit pour les Giants, je trouve qu'un QB rookie sans une ligne offensive, ça sent le roussi. C'est vrai Voilà, qu'on a donc parlé de cette ligne offensive. c'est pour ça qu'il faut d'abord peut-être te construire autour avant de peut-être de choisir ton futur quarterback rookie. Voilà. Et on a JD Fox 88 qui dit donc Nitti serait favorable à l'arrivée d'un quarterback rookie pour les Giants. En tout cas, tu l'as exprimé, en tout cas, il y a deux façons de voir les choses. Mais s'ils veulent un quarterback, pas sûr que avec le septième choix, je crois, actuellement, Ouais. il serait encore en position pour prendre parmi les meilleurs quarterbacks. Il en restera, comme tu l'as dit, mais ce sera peut-être pas les quarterbacks qui font encore rêver, même si on Bah, c'est voit. ça en fait. C'est exactement ça, hein. Exactement, pardon de te couper, mais ouais, c'est ça. Exactement. C'est un septième choix, tu prends un quarterback. Allez, après, tu peux avoir de la chance. Tu peux être les Bills et tomber sur Josh Allen et te faire une saison incroyable juste après. Tu peux être en fin de premier tour, monter comme les Ravens et prendre la main à Jackson. Ça a marché. Mais là, pour cette saison, voilà. Déjà, il faut construire autour pour les Giants et ensuite prendre un quarterback avant d'envisager l'avenir plus sereinement. Ouais, et Je puis vais tu peux. perdre ma voix. Ouais, ouais, on voit que les Giants, ça t'en fait perdre la voix. Et puis Pardon. tu peux aussi avoir le Voilà, dernier choix de la draft et prendre un Brock Purdy c'est et, ça. euh, et voir ce que ça donne, en effet. Hmm. Bon, en tout cas, voilà, ça nous a mis un petit peu l'eau à la bouche hein, de cette draft qui va arriver plus vite qu'on ne l'imagine. Parce qu'on est encore en plein milieu de la saison. C'est vrai que c'est difficile pour les gens peut-être d'imaginer encore la draft, mais pour les supporters des équipes qu'on a citées, les Bears, les Patriots, les Cardinals, les Commanders, et je sais de quoi je parle. On regarde déjà la draft, on regarde déjà l'année prochaine parce que cette saison-là, elle est compliquée pour certaines de ces équipes. Et donc, on regarde déjà la draft. Et puis, vous allez tranquillement nous faire monter ça, nous faire monter la sauce, hein. On vous fait confiance, les amis de la draft sur Touchdown Actu, avec des podcasts, avec une intensité qui va s'élever au fur et à mesure de l'intersaison, notamment, pour nous amener jusqu'à la draft. La draft, on a la date déjà, Niti, tu l'as en tête ou pas? Ouais, c'est le dernier week-end d'avril, donc du 27 au 29, et ce sera à Détroit, il me semble, dans le Michigan, à moins que... Attends, Très je bien. vais Eh ben, c'est il y ça, mais a, il y normalement, a, c'est ça. il y a Gab Digger qui nous dit déjà vivement les fiches draft. Elles vont, Oui. elles vont arriver. On va profiter de cette saison, mais elles vont arriver. On voulait en tout cas vous faire voilà, un petit arrêt sur image sur quelque chose qui va certainement changer dans quelques semaines. Mais vous avez déjà un petit peu des billes, comme on dit, pour commencer à profiter. Puis regardez aussi quelques-uns des bowls et les playoffs. On avait tes pronostics pour les playoffs. On peut terminer sur ça. Ouais, allez. Niki, allez, lance-nous tes pronostics. Je crois que Greg me les a donnés la semaine dernière quand on était à M6. Je Ouais, ne me permettrai c'est pas de lui vrai. dire, mais vas-y, tu peux. Tu Donc, peux je rappelle hein, pour ceux qui ne suivent pas du tout la NCAA, les demi-finales, donc Michigan, Alabama et Washington, Texas. Moi, je vois une finale, je l'ai déjà dit aussi du podcast draft avec Victor, donc Alabama, Texas. Voilà, parce que Michigan est numéro un et numéro un se plante souvent. Non, je plaisante. Mais voilà, donc ça va être deux demi-finales incroyables, je pense. N'en déplaise aux supporters et à ceux qui voulaient Florida State en demi-finale. Mais ouais, ça va être deux demi-finales passionnantes à regarder. Et pour la future finale, pareil, ça va être autre chose que l'an dernier où c'était une rouste incroyable de la part de Georgia sur TCU. Voilà, Très bien. Eh je ben, tease c'est déjà. c'est donné. Il y a pas mal de gens qui voient Washington, hein. Gab Digger, Ah, Washington, Live 9, Washington pour moi. Go Huskies. Jim Harbaugh est de retour. Oui, Jim Harbaugh est de oui, retour avec il est de Michigan. retour. En Exactement. effet. Ouais, 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 Voilà. ouais. Bah écoute, Niti, merci. Merci beaucoup pour Merci ce, à pour vous. ce débrief. Merci pour aussi ces informations sur la draft. On va te laisser partir, profiter de ces quelques minutes qui te restent avant le début de cette semaine 14. Ciao, ciao, Exactement. Niti. Ciao Lucas et ciao tout le monde. Et nous, on va continuer donc avec ce fauteuil. On va revenir au monde professionnel, j'ai envie de dire, en parlant des pronostics, les pronostics du jour, avec les matchs de cette semaine 14. Je l'ai dit, les Cardinals et notamment les Commanders sont en repos. Vous voyez les pronostics et le tableau de pronostics pour la team Touchdown Actu. Je suis pour l'instant toujours premier. Je résiste tant bien que mal au retour. Je suis sur
je suis sur des semaines un peu compliquées, notamment la semaine 12 avait été un petit peu compliquée, mais pour l'instant, je résiste au retour de Victor et d'Alain. Vous le voyez, avec Victor qui est à 126, Alain qui est à 125. Cette semaine va être importante. Et derrière, c'est un peu plus en retard. Il y a Raphaël à 123 et Raoul et Grégory, c'est un peu plus compliqué. Grégory qui tente des coups, il fait tout pour revenir. Ouais, Guigui Twig qui nous dit Greg, il fait du tanking. Il faudrait que je lui explique qu'en effet, il n'aura pas de haut choix de la draft. Mais c'est vrai que peut-être qu'il ne le sait pas. En fan de NCAA qu'il est, il faudrait que je lui rappelle. Les pronostics de cette semaine, vous l'avez vu, on avait tous parfaitement pronostiqué le Thursday Night Football avec une victoire des Steelers qui ne nous a pas du tout fait prendre 2 points puisque ce sont les Patriots qui ont gagné. C'est vous dire à quel point on est toujours très pertinent. Vous voyez beaucoup aussi d'unanimité à TDA. Les Falcons et les Buccaneers, on imagine tous les Buccaneers aller gagner à Atlanta pour resserrer un peu le niveau dans cette NFC Sud. Les Ravens et les Rams, encore une fois, je le répète, un match qui est diffusé sur 6 play avec Raphaël et Alain aux commentaires. Allez donner de la force, comme on dit. On voit tous les Ravens. Lions en déplacement face aux Bears. On les a vus il y a quelques semaines, hein, les Bears poser des soucis à Détroit. Les Lions qui s'étaient imposés en toute fin de match. On voit tous les Lions aussi, mais ça sera peut-être un match serré une nouvelle fois. On a les Bengals face aux Colts. Ça, c'est la première fois qu'on a un avis divergent. J'étais en train de regarder que c'est Grégory. Grégory qui voit les Bengals gagner face aux Colts. Tous les autres, on imagine les Colts. Mais bon, quand on voit ce qu'ont fait les Bengals, on sait que les Colts, ils sont sur une bonne passe, mais ça reste pas forcément une équipe non plus qui explose tout sur son passage actuellement. Donc pourquoi pas, on imagine tous en tout cas les Colts. Browns, Jaguars, là, il y avait beaucoup de questionnements sur qui sera à la tête des attaques respectives. Je l'ai dit, Joe Flacco devrait être là. Trevor Lawrence, c'était un peu plus compliqué, mais il devrait être là aussi. Reste à savoir à combien de pourcents. En tout cas, Alain, Raoul et moi voyons les Jaguars s'imposer à Cleveland, alors que Grégory, Raphaël et Victor imaginent les Browns gagner. Et c'est vrai que les Browns peuvent s'imposer avec une grosse défense ou voir un Jake Browning qui prend feu. Ça peut être le cas. Saints, Panthers, les Panthers qui sont, on l'a dit, qui ont le pire bilan de cette NFL actuellement avec 1-11, je crois. Personne ne les voit s'imposer à l'extérieur face à New Orleans, qui a besoin d'une victoire aussi pour continuer à espérer dans cette NFC Sud. On en a parlé. Tout le monde pour les Saints. Au Sud aussi, mais en NFC cette fois, les Texans qui sont bien repartis. On les imagine tous vainqueurs dans la team TDA face aux Jets. Les Jets, c'est un peu compliqué en ce moment. Ce sera, si je ne me trompe pas, le dernier match de la fenêtre de 19h, la fenêtre qui commencera d'ici 24 minutes désormais. À 10h, 22h, donc, on va avoir un Raiders-Vikings. Là aussi, ça peut être serré. Paradoxalement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui voient les Raiders. Il n'y a que Grégory qui tente encore une fois un coup. Tout le monde voit les Vikings. Vikings qui devraient voir le retour de Justin Jefferson. Ça va faire du bien à cette attaque de Minnesota. On les imagine tous gagner. Dans la foulée, 49ers Seahawks, match de duel de division dans cette NFC West. Les Seahawks qui se sont fait complètement éclater par les San Francisco 49ers il y a 2 semaines, je crois. 2 ou 3 semaines, je pense que c'était il y a 2 semaines. Et difficile de les imaginer aller à San Francisco et battre une équipe de San Francisco qui est pour le coup qui est très performante en ce moment, qui est parfaitement revenue en forme, qui a battu les Eagles la semaine dernière. C'est vrai que voilà, personne ne les voit s'imposer, les Seahawks, d'autant que, on l'a dit, il y a une vraie question concernant Geno Smith, pas sûr qu'il joue. Il sera game time decision. Peut-être que la décision viendra un petit peu plus tard, puisque c'est un match de 10 heures. En tout cas, on imagine les 49ers s'imposer. Là, il y a un gros match, par contre, décisif, hein, et aussi qui est indécis, Chiefs-Bills. Et vous le voyez, on est à 50-50, comme le dit Gab Digger dans le chat, le 50-50 Bills-Kansas City. Espérons un match d'anthologie avec deux équipes qui doivent gagner. C'est vrai que c'est vrai qu'en effet, il y a vraiment deux équipes qui doivent impérativement gagner. Les Chiefs pour se rassurer après des défaites qui sont un peu surprenantes. Les Bills, ils n'ont plus le choix. Eux, c'est même plus pour se rassurer, c'est pour se qualifier. On l'a dit, ils sont 11e pour l'instant dans cette AFC avec un bilan de 6-6. Ils doivent absolument s'imposer, sauf qu'ils jouent à Kansas City. On le sait que c'est très compliqué d'aller jouer à Kansas City.
Moi, je mise sur le fait que Kansas City ne perd pas 2 matchs consécutifs. Une grande équipe perd rarement 2 matchs consécutifs. Vous allez voir, je me contredis totalement plus tard quand je mets les Cowboys qui battent les Eagles. Mais voilà, là pour l'instant, c'est un argumentaire que je donne. Je suis suivi avec Raoul et Grégory sur les Chiefs. Alain, Raphaël et Victor tentent les Bills, en revanche. Et en effet, ça peut être, ça sera un match très indécis et l'un des plus beaux matchs peut-être de cette fenêtre de 22 heures. Le dernier match de cette fenêtre de 22 heures, c'est le match entre les Chargers et les Broncos. Là aussi, il y a un match qui devient impératif, notamment pour les Chargers, parce qu'une défaite les éliminerait quasiment de la course au playoff. Pour les Broncos, il y a eu un coup d'arrêt dans leur belle série, sauf que là aussi, il faut que ça gagne pour continuer à espérer au playoff. Ils sont bien revenus, mais il faut que ça gagne. Et vous le voyez, pour moi, ça sera des Broncos, tout comme Alain et Victor. Et Raoul a pris les Chargers. Je ne sais pas s'il les a pris en toute objectivité ou s'il les a pris en tout supporterisme. Mais Grégory et Raphaël l'ont suivi. En tout cas, ça c'est sûr. Et Raoul, qui est dans le chat, qu'on salue d'ailleurs, dit ah, Raphaël a pris les Chargers finalement. C'est vrai que les questions se sont posées, mais ce sera 3 Chargers, 3 Broncos. Et Raoul qui me dit qu'il n'est jamais objectif. En effet, ça sera Chargers jusqu'à la mort, apparemment. Le gros match de cette semaine, et il est à 2 heures du matin. Malheureusement pour nous, certains vont peut-être rester éveillés, d'autres vont peut-être le regarder dès demain matin. Cowboys, Eagles, il y a la NFC Est qui est en jeu, il y a peut-être même la NFC tout court qui est en jeu dans ce match incroyable, j'ai envie de dire, en tout cas qui nous met l'eau à la bouche déjà, entre des Eagles qui viennent de perdre face à San Francisco et qui du coup se sont mis en danger, si je puis dire, ils restent premiers, mais ils se sont mis à portée de tir des 49ers et des Cowboys aussi. Des Cowboys qui, eux, font une super saison, mais qui n'arrivent jamais vraiment à valider ces progressions face aux grandes équipes. On les a vus perdre face aux 49ers en début de saison. On les a vus perdre face aux Eagles aussi. Ils leur avaient notamment quand même livré un match très serré. Donc, moi, j'imagine les Cowboys gagner. Les Cowboys, on le sait, on l'a répété, invaincus à domicile depuis de nombreux matchs. Je crois qu'ils sont sur 14 victoires consécutives. La dernière fois, c'était Tampa Bay, il y a quasiment 2 saisons, qui les avait battus à la TAT Stadium. Là, face à un adversaire de division, je vois Gab Digger sur le chat qui nous dit Arrowhead, le 12e homme de la défense pour Kansas City. Je suppose que l'AT&T sera le 12e homme aussi pour Dallas. Donc, ce sera les Cowboys pour moi, tout comme pour Raoul, Grégory et Victor. Seuls Raphaël et Alain tentent les Eagles. Ça se tente, ça se tente. Lundi soir, 2 matchs, chose un petit peu exceptionnelle, 2 matchs lundi soir de Monday Night Football, Dolphins, Titans, Giants, Packers. Là aussi, il y a de l'unanimité. Tout le monde voit les Dolphins face aux Titans, l'attaque de Miami qui devrait faire le travail face à Tennessee. Et tout le monde voit les Packers qui sont sur une très très belle série en ce moment. Matt LaFleur est toujours invaincu en décembre depuis qu'il est à la tête des Packers. Il n'a pas perdu en décembre et peut-être que cette série pourrait continuer, pardon. Donc, on imagine tous les Packers. Voilà pour les pronostics, ce qui nous tranquillement nous amène aux cotes, puisqu'on a parlé des pronostics. Euh, il y a Raoul qui nous dit 2 matchs moches en plus pour pouvoir zapper entre les deux si besoin. Ouais, je crois savoir qu'en tout cas, c'est parce que la NFL veut amener un petit peu un sentiment de dimanche au lundi. Ils veulent qu'il y ait 2 matchs, qu'on puisse passer d'un match à l'autre. Ça permet aussi de rebooster le Manning Cast. Vous savez, les 2 frères Manning, Eli Manning et Peyton Manning, qui regardent un match avec des invités qui expliquent un petit peu le match et puis qui ont des interviews. Là, ils auront 2 matchs à regarder. Ça permet de dynamiser un peu cette retransmission qui ESPN notamment, sur laquelle ESPN mise beaucoup. Donc voilà, ils tentent des choses. On les a vu tenter pas mal de choses cette année, la NFL. On le sait, les grandes ligues américaines tentent des choses pour dynamiser. On les a vus avec ce match du Black Friday. On voit la NFL avec la coupe, le In-Season Tournament. Donc on les voit tenter des choses. Et pourquoi pas ce 2 matchs le lundi. Ça étale un petit peu. Les affiches ne sont pas particulièrement exceptionnelles, mais j'ai envie de dire pourquoi pas. Les cotes que Camille nous a montrées ici, j'ai envie de tenter. Vous le voyez, les cotes ici. Je vous ai parlé des Buccaneers qui jouent face aux Falcons. Tout le monde les a imaginés
battre les Falcons. Pourtant, ils ont une cote à 1,92. Euh, 1,92, ils ne sont pas favoris à Atlanta. Et ça se tente pour moi. Je vous le disais aussi, les Colts qui jouent face aux Bengals, là aussi, on les a tous quasiment imaginés gagner dans la team TDA. Ils sont à 2,09. Quand j'ai regardé ça, je me suis dit que ça pouvait être quelque chose qu'on peut tenter. Les codes qui sont fournis, hein, notamment par notre partenaire Unibet, vous le voyez ici, 2,09 pour les Colts. Et puis les Broncos qui jouent en deuxième partie de soirée aux Chargers face à Los Angeles. Denver est sur une série qui s'est arrêtée la semaine dernière, on l'a dit, mais qui reste quand même avec beaucoup de confiance. Ils peuvent faire du mal aux Chargers qui ont, eux, beaucoup de mal en ce moment. Ils ont gagné 6-0 face aux Patriots la semaine dernière. Pardon. On a du mal à imaginer les Chargers vraiment exploser dans un match. C'est une équipe qui est frustrante, j'ai envie de dire. C'est pas Raoul qui me contredira. Et pourtant, les Broncos sont à 2-16, 2-16 à l'extérieur, 2-16 face aux Chargers, alors que Zinedine Zidane se fait la malle. Vous m'excuserez. 2-16, et du coup, vous le voyez, je l'aperçois sur le, la vidéo de Camille. Pour 5 euros misés, vous voyez 44 euros gagnés pour un combiné qui, somme toute, me paraît jouable, me paraît fort jouable parce qu'en effet, ce sont 3 victoires à l'extérieur qu'on mise, sur lesquelles on mise. Mais je vois Camille qui nous dit non, Zizou, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. En effet, écoutez, la tête de Zidane est tombée. Vous la reverrez en replay, au ralenti certainement. En tout cas, on va rester concentré sur les cotes. Et oui, ça sera 5 euros. Miser 44 euros un petit peu plus de gagner le YOLO, on va y passer. Et je crois que Melchion a visé juste parce qu'il nous dit les Eagles à 2,33, la cote est haute. En effet, c'est la première cote que je me suis mis sur le YOLO, 2,33. J'ai misé sur les Cowboys, mais c'est vrai que quand on voit les Eagles à 2,33, alors qu'ils n'ont perdu que 2 matchs cette saison, qu'ils rendent la vie très difficile aux Cowboys régulièrement, que, comme je le disais, rarement une grande équipe perd 2 fois d'affilée, ça se joue à 2,33. Et donc on la met encore un match à l'extérieur, mais il faut le tenter. Là, j'ai tenté les Raiders aussi à 2,15. Les Raiders qui jouent face aux Vikings. Les Raiders qui, tout de même, depuis leur changement d'entraîneur, rendent les matchs très compliqués à tous leurs adversaires. Alors, ils ne gagnent pas tout le temps, mais on ne peut pas dire que les Vikings non plus soient sur une superbe série. Certes, Justin Jefferson va revenir, mais est-ce qu'il va vraiment porter cette attaque? On a vu un Dobbs en grande difficulté il y a quelques jours. Pas sûr que les Vikings soient totalement à l'aise face aux Raiders. Et c'est pour ça que ça se tente. Une cote à 2,15, c'est jouable pour les Raiders. Et puis enfin, on finit parce qu'on est sur un YOLO. Et puis, un YOLO, il faut tenter. On finit sur les Rams. Les Rams qui se déplacent à Baltimore. Alors certes, ça paraît très présomptueux. C'est une cote à 3,48. Mais en même temps, c'est une équipe, les Rams, qui peut poser des problèmes. On l'a vu quand Kyren Williams est là, l'attaque avance bien. Et puis surtout les Ravens, je mise sur le fait que les Ravens aient leur traditionnel excès de désinvolture, j'ai envie de dire, un peu excès de confiance, où ils sont largement favoris face à une équipe des Rams qui arrive à Baltimore en tant qu'outsider. Et puis que le match soit serré jusqu'au bout et que finalement les Rams passent devant à la fin, comme ça arrive souvent face à Baltimore, en tout cas comme ça arrive souvent dans les défaites de Baltimore. Voilà, donc ça se tente. Ça fait 6 équipes de miser. Et pour 5 euros, vous le voyez, 849 euros, 849 euros et 28 centimes. Ça fait un petit pactole. Voilà. En tout cas, c'est le YOLO. Et surtout, rappelez-vous que c'est un jeu uniquement et que si vous sentez que vous perdez le contrôle, et je parle des paris, bien entendu, n'hésitez pas à vous faire aider. Il y a des numéros notamment qui peuvent vous aider. Voilà. Voilà les cotes pour cette semaine, présentées par notre partenaire Unibet, le partenaire de cette émission. Et puis, on va finir par le quiz. Le quiz, je vous l'ai dit, il nous reste une grosse dizaine de minutes. On fera peut-être des questions tout à l'heure si on est un petit peu en avance. Je ne veux surtout pas être en retard et vous gâcher le début de cette semaine 14. En tout cas, on va finir par le quiz, je vous l'ai dit.
Roger Goodell s'est exprimé sur la venue en Europe de la NFL qui devrait continuer à exploser et qui devrait dans les 10 prochaines années vraiment être quelque chose de très très récurrent. Ça l'est déjà, mais de l'être encore plus dans d'autres pays peut-être aussi. Et du coup, on a décidé de vous proposer un quiz spécial Europe, NFL Europe, International Série. Euh, Surtout parce que, vous le savez, il y a aussi le Mexique. Je ne sais pas si Camille doit couper le chat. En tout cas, voilà, vous voyez ici les règles, parce que voilà, le quiz, vous le savez, vous en avez l'habitude. Il y a des règles, vous devez répondre le plus rapidement possible. Il y a 4 choix à chaque fois. Et le gagnant sera contacté pour gagner quelque chose. Je n'ai pas la main sur les lots, mais nul doute que Alain vous mettra bien, comme on dit. Le quiz. Donc, la première question. On parle de Londres, on parle de l'Europe. En quelle année s'est joué le premier match à Londres de l'histoire de la NFL? La première fois que la NFL est venue à Londres, est-ce que c'était en 2005? Est-ce que c'était en 2006? Est-ce que c'était en 2007 ou en 2008? C'est pas facile. Certains peut-être en auront le souvenir. Certains se rappellent peut-être de l'affiche. Est-ce que c'était en 2005, 2006, 2007 ou 2008? Il reste quelques secondes et la réponse qui va s'afficher. Le premier match à Londres de l'histoire de la NFL, c'était en 2007. Vous le voyez ici, 2007. C'était un match entre les Giants et les Dolphins. C'était à Wembley et c'était un affrontement entre Eli Manning et Cleo Lehman. Vous en rappelez peut-être. En tout cas, les Giants s'étaient imposés 13-10 et c'est le premier match de l'histoire de la NFL à Londres, Wembley, avec donc les Giants, 28 octobre 2007. Deuxième question, on le sait, il y a toutes les équipes désormais qui ont joué en Europe, mais quelle est la seule équipe qui n'a pas joué en Europe lors de ces 10 dernières années? On parle donc de la saison, et je vous le dis, on parle de la saison 2013. Qui n'a pas joué en Europe depuis 2013? Vous le voyez, est-ce que c'est Dallas? Est-ce que c'est Pittsburgh? Est-ce que c'est Détroit? Est-ce que c'est Washington? Une équipe qui n'a pas joué sur les 10 dernières saisons, donc ça compte cette saison. Et est-ce que c'est Dallas, Pittsburgh, Détroit, Washington parmi ces 4 propositions? Et la réponse qui va s'afficher, l'équipe qui a joué en 2013, c'était Pittsburgh. Les Steelers, il y a peut-être des supporters des Steelers dans le chat. Ils n'ont fait qu'un match à Londres, c'était en 2013, c'était une défaite face aux Vikings. Pour Dallas, c'était en 2014. C'est pour ça que je vous ai bien précisé sur les 10 dernières années. Dallas, c'était en 2014, la dernière fois qu'ils ont joué à Londres, donc dans la dernière décennie. Washington n'a joué qu'une fois, c'était en 2016, c'était un match nul. Et Détroit a joué en 2015, leur dernier match à Londres. Ce sont bien les Steelers qui n'ont pas joué depuis plus de 10 ans désormais. On parle d'une équipe, en revanche, qui est habituée à Londres cette fois-ci, les Jaguars, qui est l'équipe qui a fait le plus de matchs en Europe. Combien de matchs ont fait les Jaguars en Europe? Est-ce que c'est 9? Est-ce que c'est 11? Est-ce que c'est 13? Ou est-ce que c'est 15? Combien de matchs les Jacksonville Jaguars ont fait en Europe et notamment à Londres? Est-ce que c'est 9, 11, 13, 15? C'est l'équipe qui a joué le plus de fois en Europe. On le sait, ils sont habitués désormais, que ce soit à Wembley, voire à Twickenham et même au Tottenham Hotspur Stadium. Combien de matchs pour les Jaguars? Vous le voyez ici. Jacksonville a joué au total 11 matchs. 11 matchs à Londres pour Jacksonville. Ils ont un total de 6 victoires, 5 défaites. C'est l'équipe qui a le plus gagné et l'équipe qui a le plus perdu. Forcément, avec le plus de matchs. 6 victoires, c'est le plus grand nombre de victoires à Londres. 5 défaites, c'est le plus grand nombre de défaites aussi. Et le premier match pour les Jaguars, c'était en 2013. Désormais, vous le savez. On va parler maintenant de points. Quelle a été, pour cette quatrième question, quelle a été l'affiche, en tout cas l'affiche du match le plus prolifique à Londres? C'était une victoire 32-37. Mais quelles étaient les équipes qui s'affrontaient? Est-ce que c'était Bills face aux Jaguars? Est-ce que c'était les Chiefs face aux Lions? Est-ce que c'était les Chargers face aux Saints? Ou est-ce que c'était les Panthers face aux Buccaneers? 4 affiches. Quelle a été l'affiche du match le plus prolifique? Et vous le voyez avec 69 points d'inscrits, 32-37. L'équipe qui s'est imposée. Est-ce que l'affiche c'était Bills Jaguars, Panthers Buccaneers, Chargers Saints ou Chiefs Lions?
Et c'était Chargers Saints, l'affiche, avec une victoire des Saints 32-37. Beaucoup ont donné un Bills Jaguar, c'était Chargers Saints 339 yards. C'était un affrontement entre Drew Brees et Philip Rivers, hein. Et Drew Brees, 339 yards et 3 touchdowns pour lui. Philip Rivers, 341 yards et 3 touchdowns pour lui. C'était le deuxième match à Londres de l'histoire de la NFL. Et ils ont été ravis, les supporters anglais, de voir autant de points. Et voilà, c'était l'affiche. Et ce, on va terminer ce quiz avec la dernière question. Je vous ai dit que les Jaguars étaient l'équipe qui avait le plus perdu. Ils ont 5 défaites. Il y a une autre équipe qui a 5 défaites, qui est à égalité avec Jacksonville. Laquelle était-ce? Est-ce que c'est Tennessee? Est-ce que c'est Buffalo? Est-ce que c'est Miami? Est-ce que c'est Tampa Bay? Qui est l'équipe qui a le plus perdu à Londres, ou en tout cas autant que les Jaguars, à égalité avec les Jaguars? Est-ce que ce sont les Titans, les Bills, les Dolphins ou les Buccaneers? L'équipe qui a 5 défaites comme les Jaguars en Europe. Et oui, la question est bien en Europe parce que la réponse, ce sont les Dolphins, Miami. Miami qui a 5 défaites. 5 défaites en Europe. Et je dis en Europe, en effet, c'était précisé dans la question parce qu'il y a une défaite en Allemagne. Vous l'avez peut-être, vous en rappelez peut-être. Une victoire seulement pour Miami. Miami qui a remporté son deuxième match à Londres, c'était en 2014. Ils avaient commencé par une défaite, ils ont remporté leur deuxième match et ils ont ensuite enchaîné 4 défaites de rang, dont une face aux Chiefs. Vous vous en rappelez peut-être, c'était il y a quelques semaines. Et voilà, ce sont les Dolphins qui ont, comme les Jaguars, perdu 5 matchs. Voilà le quiz spécial Europe avec le score final. Je ne sais pas si je vais réussir à voir précisément qui a gagné. Camille qui affiche le résultat ici. Je m'approche, c'est Guigui Twig qui a gagné. Raoul qui a été deuxième, c'est de la triche parce que Raoul il en a fait quelques-uns des matchs. Très dur ce quiz. Benoît 13-0-11 qui me dit ça. Marie 12-12 qui a fait 1 sur 5. Euh, Gus Horizon qui dit tellement dur les quiz de Raoul. Bah écoute, c'était un. Alors moi, c'est Lucas. Raoul n'a rien à voir là-dedans, mais je ne doute pas qu'il fait des quiz compliqués. On a tenté, voilà, on a tenté de faire un petit quiz à thème. Euh, Tars Welder qui dit 15e avec un score négatif. Manifestement, ça a été un quiz qui vous a rendu la tâche difficile. En même temps, on n'est pas là pour les choses faciles, hein. Je ne sais pas si Alain il vous dit ouais, qui a été le quarterback des Patriots pendant longtemps. Est-ce que c'est Eli Manning ou est-ce que c'est Tom Brady? Et puis, est-ce que c'est Alain et est-ce que c'est Raoul? Bon, nous, on est là pour vous donner des quiz un peu compliqués, vous faire creuser les méninges et puis vous donner un peu du grain à moudre. Voilà, vous le savez désormais, Miami qui a perdu 5 matchs en Europe, vous le saurez pour l'année prochaine quand vous verrez les Dolphins peut-être en Allemagne ou en Espagne ou peut-être en France. C'est pas prévu pour l'instant, mais on l'espère. Voilà, en tout cas, bravo aux gagnants, on te contactera, nul doute. Et puis, bravo à tous ceux qui ont participé. J'espère que vous avez apprécié ce fauteuil. On n'est pas loin de la fin, hein, 18h56, 4 minutes. Magnefsi qui dit la semaine dernière, on a eu le droit à une question immobilière quand même. Ah, bah écoute, je ne savais pas qu'on avait le droit à ce genre de choses, mais la prochaine fois, peut-être que je vous demanderai quelle est la meilleure équipe de top 14 actuellement. Est-ce que c'est le Rugby Club Toulonnais? Est-ce que c'est Toulon? Est-ce que c'est le RCT? Ou est-ce que ce sont les Rouges et Noirs du Var? Et puis vous aurez de quoi répondre. Voilà. Un petit peu de prosélytisme, ça ne fait pas de mal. Les amis, bah écoutez, 3 minutes. Je vais vous donner 3 minutes voilà, pour profiter un petit peu, vous mettre bien avant 19h, le temps d'allumer Sisplay, de vous mettre peut-être le Red Zone, de vous mettre votre petit setup tranquillement. Nous, on va se quitter. Merci Camille d'avoir été avec nous. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à Niti, TNF Sims. Je compte sur vous, les amis, pour pousser ce surnom. Voilà, on est ensemble, on essaie de pousser ce surnom. Niti, TNF Sims. Voilà, c'est vraiment un surnom qu'on a envie de pousser. Voilà, 3 minutes. Je vous laisse 3 minutes de rab. N'oubliez pas, c'est une émission, comme je le dis, qui a été présentée par Unibet, notre partenaire. N'oubliez pas le Tipeee aussi, n'oubliez pas les réseaux sociaux. Camille vous remet tout ça dans le chat. Et puis nous, on se retrouve eh bien, demain, vous allez nous retrouver avec le podcast du débrief du Thursday Night Football avec Niti. Mardi, vous nous retrouverez avec Raphaël pour débriefer les 3 affiches
de ce dimanche. Et puis après, vous avez une semaine classique avec mercredi, votre débrief habituel de tous les autres matchs. Jeudi, vous aurez, il me semble, la preview du match, en tout cas de la semaine 15. Puis on arrive dans des semaines importantes là. Donc on compte sur vous et puis on espère que ça va être sympa. Voilà, ciao ciao tout le monde. Merci Camille, merci à vous. Et puis on se retrouve très bientôt.